Salut à tous, j'espère que je vous ai manqué. En tout cas, moi, vous m'avez énormément manqué. Je rentre d'un voyage de 30 jours de la Chine et dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que j'ai découvert là-bas. Je vais vous raconter mon aventure, tout ce que j'ai appris, des opportunités business, tout ce que vous pouvez faire grâce à la Chine. Bref, je ne vais retenir aucun secret dans cette vidéo. Je vais vous partager absolument tout. Donc si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Facebook ou Instagram ces derniers temps, vous aurez remarqué que j'étais en Chine. Alors je me suis rendu en Chine dans le cadre d'un voyage d'affaires. Le voyage d'affaires avait pour but de nous faire visiter la foire de Canton. Pour ceux qui ne savent pas, la foire de Canton, c'est un événement qui regroupe plus de 5000 fournisseurs chinois. Et donc, plusieurs entrepreneurs de partout dans le monde, se déplacent simplement pour venir à cette foire-là, rencontrer de nouveaux fournisseurs, découvrir de nouvelles idées de business, etc., etc. C'est donc un Eldorado pour n'importe quel entrepreneur qui fait affaire d'une manière ou d'une autre avec la Chine. Et donc, alors quand j'ai entendu parler du voyage, je n'ai pas du tout hésité et j'ai immédiatement sauté sur l'occasion. Et donc, on a payé pour le voyage, ensuite on a pris le vol et direction l'aéroport international de Guangzhou. Nous sommes arrivés un peu tard parce que la foire avait déjà commencé, donc il fallait immédiatement rattraper le train en marche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que la foire, comme je vous l'ai dit, regroupe plus de 5000 fournisseurs. Et donc, ces 5000 fournisseurs ne peuvent pas tous siéger au même moment. Ce sera fastidieux, ce sera impossible vu l'espace qui est limité. Et donc, la foire est subdivisée en 3 phases. Donc, pour permettre à tous les fournisseurs de siéger au moins par phase. Alors, la première phase, c'est la phase de l'électronique et des machines agricoles en général. La deuxième phase, c'est la phase des meubles, de l'ameublement en général, de la décoration d'intérieur, du mobilier de bureau, bref, tout ce qui est fabrication, meubles, ameublement, vous l'avez compris. Et la troisième phase, c'est la phase qui concerne les produits cosmétiques, les produits alimentaires et les matières premières, en matière de textile, etc., etc. Du coup, comme je vous l'ai dit, on est arrivé un peu tardivement, donc vers la fin de la phase 1, au dernier jour de la phase 1. Et nous nous sommes donc empressés pour aller sur le terrain pour voir un peu ce qu'ils proposent. Alors ce jour, on a essayé de faire le tour du maximum de stands possible. Et on a découvert plusieurs types de produits, plusieurs opportunités. C'est toujours un choc en fait, quand des choses qui sont à des prix plus ou moins exorbitants sur place, vous vous rendez là-bas et vous voyez que ces trucs-là ne coûtent absolument rien, quoi. Ce qui m'a d'abord frappé, ce sont les ordinateurs et les télés. Alors, il faut savoir que ici, par exemple, sur le marché, vous pouvez avoir des télés des télés 65 pouces à 600 000, 700 000 francs CFA. En Chine, là-bas, vous pouvez avoir ces mêmes télés-là à 300 $. Et oui. Alors oui, il y a les frais de transport qui entrent en ligne de compte, c'est vrai. Mais je suis sûr que les opérateurs économiques sur le continent ici doivent doubler, voire tripler même leur investissement, même malgré les coûts de transport. Du coup, c'est un business qui est très très lucratif pour ceux qui se lancent dedans. Et nous sommes même allés beaucoup plus loin. Nous avons même visité une usine où on fabriquait les télés. Et on a vu un peu comment on assemblait les télés, comment ça se fabriquait, les différentes étapes et tout. Et franchement, c'est fascinant parce que à la base, on pense par exemple que, étant donné que moi, par exemple, j'adore par exemple les télés Samsung, je me suis toujours dit que Samsung avait son usine où les gens allaient travailler là-bas, où Samsung gérait tout lui-même. Ou peut-être on pense que comme Samsung, par exemple, fabrique des téléphones, Samsung a son usine et les téléphones sont fabriqués là-bas. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors, comment ça se passe? Il y a donc une usine qui fabrique les télés, une usine qui fabrique les téléphones, une usine qui fabrique tout ce que vous voulez. Et cette même usine-là a plusieurs clients. Donc, elle peut travailler pour Samsung, elle peut travailler pour LG, elle peut travailler pour Nasco, etc., etc. Et donc, arrivé dans cette usine-là, j'ai vu ça de mes propres yeux parce que dans la même usine, il y avait les mêmes télés qui étaient fabriquées et il y avait différents cartons. Donc, on a vu différents cartons là, différentes marques de télé, notamment quelques marques qui sont disponibles sur le territoire africain. La même usine produit pour des commerces, pour des revendeurs
en Amérique latine, pour une marque en Afrique du Sud, etc., etc. Et donc, les mêmes télés, les mêmes configurations. Mais sur le marché ici, beaucoup de gens vont se dire « Ah non, moi je préfère telle marque que telle marque. » Alors qu'au final, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est simplement parce que les caractéristiques techniques n'ont jamais suffi pour vendre un produit. D'accord? On vend un produit surtout grâce au marketing. Et donc, la marque qui aura le marketing le plus percutant, le positionnement le plus intéressant va gagner sur le marché. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Les marques comme Samsung, par exemple, contactent l'usine et leur disent OK, moi je veux une télé 65 pouces de telle configuration. Tu me mets ceci, tu me mets ceci, tu me mets ceci, tu me mets ceci. Et tu mets ma marque dessus. Point. Et c'est comme ça se fait. Et c'est une fois que je me suis... On me l'a toujours dit de toute façon, mais c'est une fois que je me suis rendu dans l'usine et que je l'ai vu de mes propres yeux que j'ai vraiment compris tout ce qu'il y a derrière. Donc, ça a été une grosse leçon déjà. Ensuite, après la phase 1, est venue la phase 2 où nous avons vu les produits d'ameublement, les produits de décoration d'intérieur, les fauteuils, les salons, les meubles, les bureaux, etc., etc. Et dans cette phase-là aussi, j'ai vu le potentiel de la niche de la décoration d'intérieur également, ou de l'ameublement en général. Parce que il y a une table basse, par exemple, que j'ai achetée ici, sur le marché béninois à 170 000 francs CFA. Une table basse normale pour le salon que j'ai acheté à ce prix-là. Mais arrivé là-bas en Chine, j'ai vu durant la phase 2 des vendeurs qui exposaient ces meubles-là à 29 $, les amis. C'est un ensemble de 3 tables, d'accord? Une grande, une moyenne et une petite. À 29 $, les amis. Alors, encore une fois, certains diront oui, mais les frais de transport, nanana. Oui, mais maximum 29 $, ça fait 20 000 francs CFA. Avec les frais de transport, le vendeur ici ne doit pas se retrouver à plus de 50-60 000 de coûts de revient. D'accord? Et donc, les gens se font énormément d'argent grâce à ce business-là. Comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai acheté ici à 170 000. 170 000. Pour quelque chose qui ne va pas dépasser les 60 000 en coût de revient. Donc, les revendeurs gagnent largement. Et c'est là où je l'ai compris. J'ai vu aussi des meubles, j'ai vu des salons, franchement, à des prix défiant toute concurrence. Ensuite est venue la phase 3, qui est la phase où expose les fournisseurs dans le domaine, dans la niche du cosmétique, des produits alimentaires, du textile, etc., etc. Moi, j'étais surtout venu pour rencontrer des fabricants de produits cosmétiques. Et donc, j'ai profité pour en rencontrer quelques-uns qui m'ont donné leur contact et donc je suis allé visiter les usines un peu plus tard. La foire étant à présent terminée après les 3 phases, on voulait donc faire un peu plus de tourisme, donc profiter beaucoup plus de notre séjour là-bas et donc on est allé visiter plusieurs marchés. Le premier marché qu'on a visité, c'est le marché de Yulong, donc à la station de San Yuali, je crois, à Guangzhou. Donc ce marché-là, c'est un marché qui fait exactement, qui présente exactement le contraste entre les produits qu'on vend en Afrique et les produits chinois qu'on vend en Afrique et les produits chinois qui sont vendus aux Chinois eux-mêmes. Et vous verrez qu'il y a une grosse différence. Donc, arrivé à Yulong, on a remarqué qu'il y a 2 bâtiments déjà. Donc, il y a un bâtiment dédié au marché africain et il y a un bâtiment spécialement dédié au marché chinois. Donc, le marché africain a son bâtiment à côté, d'accord? Et c'est les produits qu'on expose, qu'on vend généralement en Afrique. Notamment, c'est les vêtements qui sont généralement commercialisés sur le marché africain ici, qui sont mis dans la plupart des boutiques. Vous voyez déjà ce genre. Je mettrai quelques images à l'écran. Mais bref, vous voyez déjà le genre. Et ça ne coûte absolument rien là-bas. Et à l'inverse, on a également le marché des Chinois, où les Chinois eux-mêmes viennent faire leurs emplettes. Et c'est là où vous voyez que oui, il peut y avoir des produits chinois qui coûteront réellement cher. Donc, il y a une différence de qualité fascinante entre les 2 marchés. Il y a une différence de qualité fascinante. Donc, ils ont simplement fait les produits les moins chers, donc de mauvaise qualité pour les Africains. Et c'est la plupart des produits qu'on vend ici, les produits qu'on vend les habits, les vêtements qu'on vend à 2000, 5000, etc. Et que les bonnes dames exposent un peu partout. Et il y a également les produits qui sont consommés par les Chinois eux-mêmes, qui sont beaucoup plus qualitatifs. Même au toucher, vous le sentez déjà,
Vous sentez déjà la différence. Incroyable, incroyable. Et donc, ça permet de répondre souvent à la question que beaucoup de gens se posent en se disant « Ah, les produits chinois sont de mauvaise qualité. » Non, les produits chinois ne sont pas de mauvaise qualité. Les produits chinois destinés aux Africains sont souvent de mauvaise qualité. Ça, c'est vrai, parce que les Africains veulent les choses les moins chères possibles. Par contre, les produits chinois destinés au marché chinois sont de très bonne qualité. Même des qualités qui défient même celles des marques occidentales. Après Yulong, on est aussi allé au marché de Tachatao. Donc, le marché de Tachatao, c'est un marché de la seconde main, donc second hand market. C'est là où on achète les téléphones. D'accord, c'est là où les fournisseurs qui vendent des téléphones, les vendeurs de téléphones du marché africain vont s'approvisionner. Et là aussi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de fournisseurs, que ce soit fournisseurs de téléphones, d'iPhone, des fournisseurs d'ordinateurs, des fournisseurs de matériel. D'ailleurs, c'est dans ce marché-là que j'ai profité pour acheter mon drone et mon stabilisateur. J'ai pris un drone et un stabilisateur, mais neuf, parce qu'ils vendent aussi du neuf là-bas. Mais j'ai également rencontré beaucoup de gens qui vendaient de la seconde main. Et l'une des choses qui m'a d'abord frappé, c'est la différence de qualité. Vous savez, on dit souvent que encore une fois, que les produits chinois sont chers, mais c'est parce qu'on ne cherche pas la meilleure qualité possible. Et c'est parce qu'on veut souvent les choses les moins chères possibles. Donc, par exemple, je voulais acheter les AirPods Max et la vendeuse m'a dit « Ah, les AirPods Max sont très chers. » Je dis « Oui, je connais le prix. » Elle dit qu'elle n'a pas ça en stock actuellement, mais qu'elle peut me proposer des copies de qualité incroyable, de qualité supérieure. C'est-à-dire des copies qui se rapprochent le plus possible de l'original. Je lui ai dit comment ça. Et elle m'a donné une grille de prix. Elle m'a dit, il y a par exemple une copie de niveau 1, une copie de niveau 2, une copie de niveau 3, une copie de niveau 4. Bref, vous voyez un peu. En fait, certaines copies ne sont pas aussi qualitatives que l'original et d'autres ressemblent effectivement à l'original. Sont les copies conformes aussi bien de façon matérielle que de façon virtuelle au produit original. Et c'est là aussi j'ai compris que tout ce qu'on nous vend ici, c'est souvent, pour la plupart du temps, des produits de mauvaise qualité, c'est-à-dire les plus cheap. Simplement à cause du pouvoir d'achat aussi. Les commerçants aussi n'ont pas trop le choix. Et notamment, j'ai vu sur le terrain là-bas comment les téléphones étaient vendus. Alors, il faut savoir que moi, je me suis lancé dans la vente en ligne suite à une arnaque dont j'ai été victime. Mon premier iPhone que j'ai acheté, c'était un iPhone 7 Plus. Et à l'époque, mon frère me disait non, si tu veux prendre un iPhone 7 Plus, prends un iPhone 7 Plus d'occasion parce qu'il y a plus de neuf et tout. Mais moi, j'étais obsédé, je voulais absolument avoir un téléphone neuf. Et donc, il me l'a déconseillé, mais je me suis quand même entêté. Et on m'a offert un téléphone scellé que j'ai déballé, ça a flatté mon ego, j'étais trop content et tout ça. Mais quelques jours après, le téléphone a commencé à avoir des problèmes. Et ça a été changé et tout ça. Donc, c'est cette expérience-là qui m'a permis de comprendre que voilà, les gens trafiquaient réellement les téléphones. D'accord? Ce n'est pas des téléphones qui sont neufs, c'est des téléphones qui sont déjà utilisés. Et donc ils changent en fait toute l'apparence extérieure. Donc, c'est que du plastique, c'est que des matériaux qu'ils peuvent trouver rapidement. Donc, ils mettent sûrement un nouvel écran. Bref, ils changent beaucoup de choses pour faire paraître ça neuf, surtout aux yeux des profanes. Et quand vous tombez dedans, vous allez prendre cher. Donc moi, ça a été mon cas. Et arrivé là-bas, j'ai vu comment ça se passait. En effet, il y avait plein de vendeurs de téléphones et il y avait un vendeur de carton, un vendeur de packaging. Donc si vous avez par exemple une Apple Watch que vous souhaitez sceller, que vous souhaitez rendre neuve, entre guillemets, il suffit juste d'aller voir ce vendeur-là, de lui demander un carton d'Apple Watch et il le met dedans pour vous et puis voilà, vos clients sont satisfaits comme si de rien n'était. Et je voyais beaucoup d'Africains qui passaient chez lui faire ça. Et j'ai même fait une vidéo sur ça sur TikTok qui a fait plus de 100 000 vues où j'en parlais. C'était une très belle expérience, surtout que moi j'ai été victime de ça, de voir en direct comment ça se passe et j'étais vraiment surpris. Mais bon, c'est comme ça. Donc on a visité également ce marché-là où on a pris un peu de matos. Après ça, on s'est rendu également dans la ville de Foshan, donc la ville de Foshan qui est la ville des meubles. Donc là-bas, on ne vend que les meubles comme on dit que c'est la spécialité de la ville. On vend des meubles, tout ce qui a trait avec la décoration d'intérieur, bref, vous le trouverez à Foshan. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, pas parce que
je veux revendre, mais simplement pour mon plaisir personnel, acheter des meubles et équiper mon appartement, ma maison et tout ça. Donc, arrivé là-bas, on a visité quelques stands et encore une fois, on a été énormément choqués par par les prix qui étaient très abordables. J'en ai profité d'ailleurs pour acheter quelques meubles que j'ai fait envoyer dans un conteneur qui vont venir bientôt. J'ai profité pour faire quelques emplettes, prendre le contact de plusieurs fournisseurs sur place, bref, la totale. Et après avoir fini sur Foshan, il ne restait quasiment plus rien à faire à Guangzhou. Mais je ne pouvais pas rentrer sans voir mon agent, sans rencontrer mon agent. En effet, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un agent avec qui je fais affaire depuis près de 3 ans maintenant. Il y a eu plus de 100 millions de francs CFA de transactions entre nous. On ne s'est jamais vu. Du coup, quand il a su que j'étais en Chine, il m'a dit qu'il était impossible que je reparte sans le voir. Du coup, il m'a invité dans sa ville. Il ne vit pas à Guangzhou, mais il vit à Hangzhou, qui est une ville du nord. Si j'ai bonne mémoire, c'est une ville où vous ne pouvez pas. C'est pas une ville limitrophe de Guangzhou, quoi. C'est une ville où vous devez aller en avion. Donc j'ai pris le billet, je me suis rendu dans sa ville. Il est passé me chercher à l'aéroport. On est allé à l'hôtel et le soir là, il m'a fait découvrir une spécialité chinoise, donc un repas qu'on appelle le guo guo. Donc c'est un peu, ça s'appelle le hot pot en anglais. Donc c'est un concept que j'ai trouvé très intéressant parce que les mets sont immédiatement préparés à l'avance. D'accord? Enfin, ils sont préfaits. Donc la viande est tranchée, la sauce est là. Les légumes sont là autour, même les assaisonnements, les épices, bref, tout est là. Et le concept vise à faire en sorte que celui qui mange prépare lui-même en fait en direct, fasse cuire en direct du moins, son propre repas. Donc typiquement, vous pouvez prendre un morceau de viande, la tremper dans l'huile et manger directement. Et c'est une expérience qui est très convivial parce que ça montre réellement le sens de la famille, le sens de la famille que les Chinois ont. Parce que il est impossible en fait de faire le repas, de manger comme ça sans s'adresser la parole une seule fois. Contrairement à ce que les repas occidentaux, bien la tradition ou les manières de faire occidentales peuvent nous imposer où chacun a son plat de son côté. Et c'est une expérience très conviviale. J'ai énormément adoré et leur cuisine, pour un amateur de cuisine, épicée, j'ai vraiment adoré aussi leur bouffe parce qu'elle est très appétissante. Donc une fois, après avoir fini, le lendemain, mon agent m'a amené dans les montagnes. Donc on a grimpé une montagne là. C'est pas la muraille de Chine, mais c'était très haut quand même et c'était un peu fatigant. Et arrivé en haut, on a fait quelques photos, on est redescendu et tout. Et les montagnes là, en fait, c'était un temple. Il y avait un temple là. Et mon agent m'en a profité. Mon agent me parlait en fait de leur divinité à eux là-bas. Et c'est quelque chose qui est normal, qui est admis normalement. D'accord? Et nos pays aussi auraient été comme ça si on n'avait pas été colonisés. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la colonisation nous a imposé les religions importées. Et nous avons cette gêne-là vis-à-vis, nous avons malheureusement cette gêne-là vis-à-vis de nos propres religions, de nos propres divinités et tout. Mais voilà, là-bas, le jour-là, on est allé dans le temple, les gens priaient normalement en public, les divinités et tout. Ici au Bénin, ici en Afrique, ce serait tellement mal perçu. C'est-à-dire, tout le monde aurait honte de le faire. Et celui qui le fera, qui sera vu, qui sera aperçu par quelqu'un au hasard, se sentira mal parce qu'il sera jugé toute sa vie, tout comme si c'était mauvais, alors que ce sont nos propres divinités. Et donc mon agent me demandait en fait si on n'avait pas de temple chez nous, si on n'avait pas des divinités qu'on vénérait aussi. Est-ce qu'on a des temples? Je lui ai dit oui, qu'on a des temples, mais que nous, on a beaucoup plus honte de nos religions qu'eux. En effet, chez eux, c'est admis et c'est la religion, d'ailleurs c'est leur religion majoritaire. Il y a des musulmans là-bas, il y a des Chinois musulmans, il y a des Chinois chrétiens, mais c'est leur religion la plus populaire dans le pays. Et donc, de ce fait, ils n'ont aucune gêne en fait à aller visiter le temple. Enfin, c'est normal pour eux, quoi. Et c'est bizarre d'en parler parce que c'est choquant à quel point nous, on renie en fait nos religions.
C'est choquant. Et ça, c'est un point très important que j'ai remarqué avec la Chine, c'est ils ont tout fait pour préserver aussi leur culture. Très important. Après cette petite escapade, je suis rentré chez moi et étant donné que j'étais dans le nord, j'avais quelques usines à rencontrer. Du coup, j'en ai profité pour faire d'une pierre deux coups. Et le lendemain, boum, j'ai pris le premier train en direction de Zhangzhou. Donc, qui était Hangzhou pour Zhangzhou. Et je suis arrivé là-bas. Ensuite, on s'est rendu à l'usine où j'ai eu un accueil très chaleureux parce qu'ils ont affiché mon nom sur leur... enfin, un peu sur l'enseigne à l'entrée. Ils ont affiché mon nom et c'était très beau. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les Chinois. C'est l'expérience client est très importante chez eux. Quand vous êtes dans les restaurants, les gens sont là pour vous apporter à manger. Les gens sont là pour être aux petits soins. Ils vous apportent même. Quand on était en train de manger, par exemple, avec mon agent, ils nous apportaient des fruits, des desserts. Ils faisaient réellement attention à ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément kiffé. Le client est vraiment roi chez eux. Ce n'est pas simplement des paroles en l'air. Le client est vraiment roi chez eux. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Donc, j'ai visité l'usine en question. Ils m'ont présenté leurs produits magnifiques. C'est une usine qui produit pour les grosses marques au monde. De très grosses marques e-commerce au monde. Pour ceux qui sont expérimentés dans l'e-commerce sauront déjà de quoi je parle. Aussi, mon vol retour à Cotonou était prévu dans pas longtemps. Du coup, il fallait que j'accélère. Du coup, pendant les 2-3 prochains jours, j'ai fait environ 7 villes en visitant des usines. Notamment, je pense la dernière ville dans laquelle je suis allé, c'était Ningbo. C'est une ville dont j'entendais parler. Je pense qu'il y a une université là-bas et beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains étudient là-bas aussi. Du coup, je me suis rendu dans cette ville-là pour rencontrer une autre usine. Et je suis arrivé là-bas très fatigué parce que pendant ces 3 jours-là, j'ai vraiment pas dormi. Je me suis vraiment pas trop reposé et tout. Je suis arrivé là-bas très fatigué la nuit. J'ai dormi à l'hôtel. Et ce soir-là, j'ai vraiment compris la raison pour laquelle les milliardaires avaient leur propre jet privé, simplement parce que ça leur faisait gagner énormément de temps. Ça leur permettait de se reposer aussi pendant les trajets, de dormir confortablement et d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup moins fatigué, donc beaucoup plus efficace dans leur travail parce que une journée qu'ils commencent bien ou une négociation qui se passe bien, pour eux peut rapporter tellement de milliards que dépenser quelques miettes en business class, ça ne coûte absolument rien. Le lendemain, toujours accueil très chaleureux par l'usine. J'ai profité pour discuter aussi un peu avec la commerciale qui m'a reçu en lui faisant un peu peur, en lui présentant en fait le Bénin, en lui faisant peur des pitons de Huida. Et elle était un peu apeurée. Donc bref, on a un peu discuté de ça. J'ai encore visité une usine qui était très bien organisée. Ils produisaient notamment certains produits pour Hyundai. Hyundai qui est une marque qu'on connaît surtout dans l'automobile. Mais ils fabriquaient aussi des steamers pour Hyundai. Et ça, c'est... Non, pas des steamers, des aspirateurs, je crois. Et c'est là encore que j'ai compris. Donc ces marques-là ne se prennent pas réellement la tête. C'est pas comme si quand ils veulent lancer un produit, ils se disent oui, je vais construire une usine pour fabriquer le produit. Non, ils contactent déjà une usine qui fait déjà le produit, ils mettaient juste ma marque dessus et les gens vont acheter. Et c'est là que vous comprenez réellement la puissance du branding. C'est réellement ce qui m'a amené en Chine, c'est le branding. Parce que c'est bel et bien d'acheter des produits et de les revendre, mais avec une bonne marque, vous pouvez faire du carton, vous pouvez faire un tonnerre, vous pouvez faire des choses incroyables. Donc, Apple peut aller fabriquer son, je sais pas, sortir par exemple, je ne sais pas, une voiture maintenant, ne même pas avoir d'usine, d'accord? Aller chercher une usine et leur dire, bon, faites-moi les voitures là-bas, j'en ai rien à foutre, dès que c'est bon, je paye, et vous me mettez juste ma marque dessus, et les gens vont quand même acheter. Nous, c'est dans la même usine qu'on fait des voitures, les mêmes voitures que les Toyota, etc. Les gens vont quand même acheter, simplement à cause de la marque. Et c'est là que j'ai vraiment compris, ce voyage m'a vraiment fait comprendre la puissance du branding. Et c'est sur ça que je vais me concentrer dans les prochaines. Donc après mon passage à Ningbo, j'ai donc pris le premier vol pour Guangzhou. Donc je suis revenu dans la ville de base, je suis revenu à l'hôtel, j'ai vu les autres membres qui étaient toujours là. Et puis j'ai fait quelques emplettes aussi pour le retour. Et puis 2 à 3 jours plus tard, j'étais déjà à Cotonou.
Passage très important que j'ai oublié, nous nous sommes rendus également dans la ville de Shenzhen. Alors Shenzhen, c'est la ville qui est réputée pour l'électronique là-bas en Chine. On y a rencontré une usine qui a la réputation de travailler avec plusieurs gouvernements un peu partout dans le monde. Ils fabriquent des ordinateurs et d'autres matériels électroniques dont je ne peux malheureusement pas parler dans cette vidéo. C'est une usine qui brasse plusieurs millions de dollars en année. Nous avons profité pour rencontrer le directeur lui-même avec qui on a fait cette photo. Et puis c'est tout. Donc, et ça, c'était en résumé mon voyage et tout. Je vous ai présenté, j'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux. Maintenant, je vais vous parler des choses qui m'ont énormément marqué en Chine. La première des choses, c'est l'accès difficile à Google, WhatsApp, Facebook, bref, tous les autres réseaux sociaux internationaux. Donc, la Chine a compris que l'impérialisme commence d'abord par les mentalités. Si vous avez une population qui adopte les mentalités d'un certain pays, alors la colonisation a déjà commencé par là. D'accord? Nous, par exemple, on n'a pas été colonisé par les Américains, mais on s'habille comme eux, on porte des mini-jupes comme eux, on fait des vidéos, on se dénude comme eux, on parle comme eux, on a tendance à se comporter comme eux, on veut manger les mêmes choses que les hamburgers, les pizzas, toutes ces conneries-là. On veut exactement tout faire comme eux. Et simplement parce qu'ils ont déjà réussi l'impérialisme dans la tête. Parce que très tôt, quand on était petit, on a été influencé par leurs dessins animés. Dans notre adolescence, on a été énormément influencé par leurs stars. Pas les stars hollywoodiennes, par leurs films, etc. Et maintenant, on est encore influencé par leurs réseaux sociaux, enfin, tout. Notamment en France, je pense qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand le plan Marshall a été mis en place, donc, le plan Marshall, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette aide-là que les États-Unis ont voulu apporter à la France pour les aider à se reconstruire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce plan Marshall-là imposait que les films américains soient diffusés dans les salles de cinéma. Il y a un certain quota, donc un certain pourcentage de films américains qui doivent être distribués, qui doivent être diffusés dans les salles de cinéma, que la France doit autoriser par exemple l'implantation des multinationales américaines telles que McDonald's, KFC, etc., etc. Tout ce qu'ils ont accepté. Donc nous, on n'a pas accepté tout ça, je crois. Mais psychologiquement, on est quand même sous leur influence, d'une manière ou d'une autre. Et on nous contrôle donc de cette manière-là. Les États-Unis nous contrôlent par cette manière-là. Ils nous contrôlent grâce à Facebook, ils nous contrôlent grâce à Instagram, tout. Et donc, c'est ce que la Chine, elle a refusé et a limité l'accès à ces réseaux sociaux-là. Donc là-bas, j'arrivais à avoir accès à WhatsApp uniquement en utilisant un VPN. Donc la plupart des Chinois grandissent sans jamais utiliser WhatsApp. Et ils ne sont pas sur Facebook, ils n'ont pas accès à Google, donc ils ne sont du tout pas influencés par le monde externe. Et ça, c'est juste du pur génie. Parce que nous, nos États n'ont pas forcément compris ça. En même temps, nos États ne sont pas aussi forts technologiquement pour avoir des alternatives plus saines pour leur population. Mais voilà, eux, ils l'ont fait et ils ont leurs propres réseaux sociaux à eux, notamment leur application de messagerie. Le WhatsApp chinois s'appelle WeChat. Donc, quand vous venez là-bas, vous devez télécharger ça, sinon personne ne vous calcule. La plupart n'utilisent pas du tout WhatsApp là-bas, comme je vous l'ai dit. Alors, au-delà de ça, ils ont une autre version de TikTok qu'on appelle Douyin. Et ça, c'est leur version de TikTok à eux. Quand vous allez sur les TikTok des Béninois, par exemple, ou du monde occidental, quand vous défilez, il est fort probable que vous tombiez sur une vidéo sexy, une vidéo nude, ce genre de choses-là. Donc j'étais un jour dans le train, quand je discutais avec un Chinois, je défilais, mais c'était que des trucs éducatifs. À la limite, il y avait quelques blagues et tout, mais il n'y avait jamais de vidéos de nudes, des vidéos à caractère pornographique, sensible, ce genre de choses-là. Il n'y en avait du tout pas. Et donc, imaginez un enfant qui est exposé à notre TikTok, donc qui voit ce genre de vidéos là à longueur de journée. Et un autre enfant qui est exposé à des vidéos éducatives, ce genre de choses. Qui est-ce qui sera le plus performant? Qui est-ce qui sera le plus intelligent? Qui est-ce qui aura spontanément le plus d'impact sur son pays? C'est évident, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça. Et donc, les Chinois, ils ont compris ça. Et ça, c'est la première des choses qui m'a marqué. La deuxième des choses qui m'a marqué, ce sont les buildings. D'accord? Ça, c'est l'Africain qui parle. C'est le blédard qui parle. Mais c'était pour la première fois que je voyais des buildings assez hauts.
Et ne serait-ce que ça peut paraître trop basique en fait comme remarque. Mais ça ouvre d'abord le mindset. Ça ouvre déjà le mindset. Parce que ces buildings-là n'ont pas été faits par hasard. La ville dans laquelle j'étais, par exemple, c'était une ville qui est Guangzhou. C'est une ville de plus de 20 millions d'habitants. Ça fait 2 fois la population de mon pays. Une ville de plus de 20 millions d'habitants. Et ça, c'est une ville. C'est une ville, les gars. Et donc, imaginez comment contenir toute cette population-là. Ils n'ont pas d'autre choix que de construire des buildings. Et donc, vous voyez plusieurs buildings à 20 étages, 40 étages. Ça, c'est même la base. Il y a même des buildings qui vont jusqu'à 120 étages. Et ça, c'est la première des choses qui m'a frappé là-bas. Donc, quand tu rentres au Bénin, en fait, quand tu vois les R+3, ça ne te dit absolument plus rien, quoi, parce que tu as vu beaucoup plus. L'une des choses qui m'ont aussi marqué, ce sont les voitures de luxe. Donc, c'est une population qui a un pouvoir d'achat énorme et c'est une population, on sent réellement que l'économie marche, que l'économie se porte très bien parce que j'ai vu plein de voitures de luxe là-bas, honnêtement. Et des voitures, pas des voitures chinoises, hein, mais des voitures importées de l'étranger, d'accord? Donc des Range Rover, des Ferrari, des Porsche, tout ce genre de voitures-là, je les ai toutes vues là-bas. Et ça, c'est juste magnifique. Une des choses qui m'a également marqué, c'est cette harmonie-là entre la modernité et les espaces verts. La Chine a, pour une population d'1 milliard d'habitants, selon ce que je sais. Et donc, pour une population de ce genre, il est très important d'avoir des espaces verts. Donc, les espaces verts, c'est les végétaux, c'est la flore, en fait, les arbres qu'on plante un peu partout dans la ville pour pouvoir contribuer, ne serait-ce qu'à la beauté de la ville, d'accord, ça déjà, mais aussi à la santé des habitants. Parce que pour une population qui est autant nombreuse, ne pas avoir des espaces verts comme ça peut causer en fait un fort taux de maladie. Et donc ça, c'est un pays qui est hautement technologique, donc qui allie à la fois la modernité et les espaces verts. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. La dernière des choses qui m'a également séduit, c'est en fait la productivité des Chinois. C'est des gens qui travaillent vraiment dur. Le hard work, c'est vraiment chez eux. Et une des raisons par rapport à ça, par exemple, mon agent me disait que pour pouvoir avoir une femme, pour pouvoir se marier en Chine, il fallait nécessairement avoir un immeuble, il fallait nécessairement avoir un appartement. Alors, il ne s'agit pas de louer un appartement, non, mais posséder, c'est-à-dire acheter un appartement. Et donc, très tôt, les jeunes Chinois, ils savent que s'ils veulent se marier, ils doivent travailler dur, gagner beaucoup d'argent, mettre de côté et pouvoir acheter leur appartement. Et ce n'est pas comme si le salaire était élevé là-bas. Le salaire moyen est de 6 000, 7 000 yuan. Donc, ça fait environ 600 000 francs CFA. Vous voyez? C'est pas comme si c'était un salaire trop élevé non plus. Et les appartements là-bas coûtent dans les 200 000 dollars. Donc, plus de 100 millions de francs CFA. Donc, il faut quand même travailler, quoi. Il faut quand même bosser. Et ça se ressent. Ils n'ont pas le temps. Ils sont tout le temps là en train de bosser. Les magasins ferment tard, les restaurants ferment tard. Bref, c'est quelque chose qui m'a énormément séduit. Et là, j'hésite même en fait. Je me dis même, je comprends maintenant pourquoi certaines grandes entreprises vont recruter des Chinois, des Indiens, des Asiatiques en général. Parce que c'est des gens qui bossent énormément. Donc, c'était tout pour cette vidéo-là. Après avoir visité la Chine, je suis rentré, j'ai revu ma famille. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que le format vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Très bientôt.